Voilà, donc bienvenue pour ceux qui arrivent, enfin qui arrivent dans le futur, si on peut dire, puisque, bon, comme je viens de vous le partager, il y aura un replay qui vous sera transmis. On vous enverra le lien par le groupe WhatsApp des amis sympathisants de l'éco-village. Voilà. Donc, on a, on s'est arrêté la semaine dernière, je crois. Donc voilà un peu le plan hein, de ce qu'on est en train de faire. Bon, c'est fondamentaux pour vivre ensemble. Donc avec trois grandes thématiques. Donc premièrement, se relier à soi, se relier au groupe et se relier au projet. Voilà. Donc la semaine dernière, nous avons évoqué essentiellement la partie se relier à soi. Donc je ne vais pas bien sûr pouvoir euh, tout répéter, c'est juste pour resituer un peu le contexte. Et donc, si vous n'avez pas suivi la première partie, ben, mettez un petit message sur le groupe, quoi. Mettez-moi un petit message et je vous partagerai ça avec le replay avec plaisir. Donc, dans cette partie de se relier à soi, puisque finalement, tout ça, c'est une histoire de reliance, hein, le succès de ce type de projet, eh bien, il dépend de la manière dont on est relié à soi, de la manière dont on est relié au groupe, et puis, troisièmement, de la manière dont on est relié au projet, hein. C'est les trois pieds du tabouret. Et donc, dans chaque point, il y a trois autres sous-pieds, si on peut dire. Donc, la semaine dernière, on a évoqué dans ce thème de se relier à soi, qui est d'avoir conscience aussi de l'importance du travail sur soi, de l'importance de la connaissance de soi. Parce que finalement, comme j'aime le dire, si on ne se connaît pas, eh bien, comment peut-on aller dans un projet avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, hein? Si on ne se connaît pas soi-même, c'est comme être étranger à soi-même et aller avec un étranger, faire d'autres choses avec des gens qui sont des étrangers aussi. Et donc, bonjour la dégringolade. Euh, donc, on a vu que accepter la biodiversité humaine et prendre conscience de sa différence dans le rapport au monde et de la grande diversité humaine, c'est vraiment quelque chose de fondamental. On a vu que c'est important de faire le deuil de cette idée que finalement on est tous semblables. Bon, ça, c'est complètement illusoire de penser ça. On a bien sûr des points communs, on peut avoir des affinités, mais alors quand on se réunit pour des projets importants avec des gens avec lesquels on a simplement des affinités, c'est souvent le prélude à des tensions et des conflits. Ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant de creuser et qu'on ne va pas réapprofondir aujourd'hui. Ah, ensuite, on a parlé de la place des émotions également, hein, clarifier la place des émotions. Bah, les êtres humains, nous sommes tous à des degrés différents, c'est vrai, mais nous sommes tous des êtres faits aussi d'émotions. Et Dieu sait à quel point les émotions peuvent déclencher, être des déclencheurs dans ce qui se passe dans les relations, hein. Il suffit parfois d'un petit mot, hein, euh, ben, je cherche la pelle. Elle est passée où la pelle? J'en sais rien, moi, où elle est la pelle. T'as qu'à chercher. Ah ben, tu me parles pas comme ça, hein. Tu pourrais me répondre gentiment, non? Je te réponds à l'appel, puis c'est tout. Fous-moi l'appel. Moi, j'ai autre chose à faire que de chercher ta pelle. Et voilà. Et ça y est, et c'est parti. Voilà. Ou c'est qui qui a. Et c'est qui a encore mis de dentifrice sur le miroir de la salle de bain? Voilà. Bon, ça, c'est dans les couples, hein, plutôt, hein. Ou c'est qui a mis des traces de chaussures dans l'entrée? Voilà. Donc, les émotions, voilà, il suffit de vous remémorer quelques situations de vie, que ça soit en famille ou dans des associations. C'est finalement toujours, souvent un peu les mêmes histoires qui vont se rejouer, hein. C'est les mêmes histoires mises à des sauces différentes. Voilà, bon, plus ou moins pimentées, les sauces d'ailleurs. Alors ensuite, le troisième point, hein, là où on s'était arrêté la dernière fois, c'est intégrer le rapport aux figures d'autorité et de pouvoir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi parler de ça?
Alors, les figures d'autorité et de pouvoir, qu'est-ce que c'est? Ben, ça commence bien sûr dans l'enfance, cette histoire-là. Ça commence avec, si on a la chance d'avoir des parents, avec les parents, ou si on n'en a pas, avec des figures de substitution des parents, qui peuvent être des institutions, par exemple, pour certains qui n'ont pas eu la chance d'avoir une famille. Voilà, mais il y a toujours dans l'enfance, on est quelque part à la merci de figures d'autorité, hein, auxquelles il faut obéir. Voilà. Et comme malheureusement, pour beaucoup de personnes, ça se passe pas forcément comme une promenade légère dans un champ fleuri, eh bien, ça vient imprégner profondément notre psychisme, cette histoire-là. Il y a aussi toutes les histoires qui se passent à l'école avec les professeurs qui sont plus ou moins sympas, plus ou moins en recherche d'un pouvoir qu'ils peuvent exercer sur des êtres plus jeunes. Ça va continuer avec les histoires ensuite au boulot, ou quand on va faire même des stages d'apprentissage, et ça va continuer avec les figures d'autorité patronales dans les entreprises où on va travailler, et les histoires avec les petits chefs et les grands chefs. Voilà, donc ça c'est la partie émergée de l'iceberg, mais après il y a aussi tous les atavismes. C'est quelque chose sur quoi on travaille dans notre programme Métamorphia. On va vraiment chercher dans les sources, hein, vraiment chercher profond, même au-delà de l'histoire de l'humanité, au-delà de ce qu'on peut appréhender directement. Ça veut dire que dans notre histoire, dans l'histoire de notre humanité, en tout cas, avant, on ne sait pas trop comment ça se passait, mais on peut s'imaginer. En tout cas, les 10 000 dernières années, depuis le début des civilisations, ça fait bon, ça correspond après avec l'avènement de l'agriculture, la sédentarisation des chasseurs-cueilleurs qu'étaient nos arrière grands-parents. Donc, il y a eu cette mise en place de ces structures hiérarchiques, souvent pyramidales. D'ailleurs, il y a eu des pyramides en Égypte, voilà, avec le pharaon tout au-dessus. Et ça n'a pas beaucoup changé finalement depuis 10 000 ans. Hein, sauf que maintenant, le pharaon, il s'appelle peut-être Elon Musk, Bill Gates ou Donald Trump. Voilà. Et donc, on est imprégné par toute cette histoire-là. C'est-à-dire que profondément dans notre inconscient collectif, hein, inconscient collectif, un terme cher à Carl Gustav Jung, que j'aime beaucoup, que je préfère largement à Freud d'ailleurs, ceux qui aiment un peu la psychologie, cet inconscient collectif, il est très présent. Et dès qu'on se retrouve dans des groupes, c'est quelque chose qui est activé. Ça fait partie des choses qui sont activées. Bien sûr, il y a nos processus familiaux qui sont activés, c'est-à-dire tous les éléments, ce qu'on appelle la psychogénéalogie, hein, c'est-à-dire la position aussi qu'on avait dans notre famille. Hein. Comment on a été peut-être l'aîné de la famille qu'on admirait, ou peut-être ou pas du tout, ou peut-être l'aîné de la famille qui était utilisé pour s'occuper des plus petits et qui avait l'impression finalement de pas trop exister, sauf pour aider maman qui était débordée par un tas de trucs, ou peut-être on était le petit dernier qui a été chouchouté, peut-être le héros de la famille. Enfin, tout ça, ça joue d'une façon inconsciente mais très concrète dans la manière dont on va percevoir les figures d'autorité. Et d'une manière générale, vous savez bien, si vous regardez autour de vous, que la plupart des gens n'ont pas une grande opinion ni des hommes politiques, ni des patrons d'entreprise, ni des chefs de ceci, ni des chefs de cela, ni des contremaîtres, ni de tout ça, et que beaucoup de personnes ont souffert dans leur enfance aussi, dans la famille, de la tyrannie d'un frère plus grand, d'un père trop autoritaire. D'une mère complètement épuisée qui finissait par distribuer des tartes, alors malheureusement pas des tartes à la crème,
pour, voilà, pour se défouler ou tout simplement ne sachant plus quoi faire avec, voilà, avec toutes les tensions auxquelles elle avait à faire face. Voilà. Donc vous connaissez tout ça, mais les versions sont multiples, mais ça donne en tout cas quelque chose, euh, un état d'esprit, je dirais, global qui fait que dans la société occidentale, et particulièrement peut-être la société française, où il y a aussi cette espèce de traumatisme collectif. J'ai lu un bouquin formidable là-dessus à une époque, je ne me souviens plus du titre, euh, où l'auteur expliquait que vraiment les Français, ils avaient assassiné le père. Voilà, tuer le père, c'est très dur hein, de survivre à ça quand on tue son père. Alors en plus, quand on le tue volontairement, ça c'est voilà, donc, tuer son père par accident déjà, c'est très lourd à porter. Mais alors si vraiment on le zigouille comme ça, on lui coupe la tête, vous voyez où je veux en venir, ben là c'est très grave. Donc les donc les Français entre guillemets, en inconscient collectif, ben on a décapité le père, hein. Voilà, le roi, c'était le père. Voilà, le père, en plus investi de droits divins et tout ça, donc on l'a décapité. Voilà. Bon, je pense que c'était pas une bonne idée hein, de faire ça, ne fût-ce que pour les conséquences psychologiques que ça a eu pour les gens et les générations qui ont suivi. Voilà. Bon, je pense que d'autres royautés ont réglé le problème un peu plus en douceur en donnant un droit représentatif au roi. Bon, ben voilà, on le met dans son coin, dans son château, et puis bon, on s'en sert de temps en temps. Euh, donc on a quelque part ce traumatisme qui est là, hein. S'il n'est pas directement issu de notre famille, parce que quand même, il y a quelques personnes, moi j'en connais pas beaucoup, mais c'est peut-être aussi avec mes activités de psy, donc forcément les gens qui viennent me voir, bon généralement ils ont des histoires un peu compliquées, mais quand même il y a des gens qui ont eu des familles ou des parents qui ont fait de leur mieux, on va dire, voilà, ça s'est pas trop mal passé. Mais même là, souvent, il y a ce poids de ces archaïsmes hein, dont on a parlé avant. Donc, tout ça pour dire que c'est important d'aller visiter ça, d'aller visiter la relation qu'on a au père ou à la mère. C'est important aussi dans un couple, hein. Et vous savez que c'est pas pour rien que il y a beaucoup de cas, moi j'en ai connu un certain nombre dans ma vie, de gens qui se mettent ensemble, voilà, et puis ils vivent, comme on disait, maintenant on dit plus ça, mais ils vivent à la colle. Bon, ils se paxent, on dit maintenant, voilà, ils se paxent ou ils se paxent pas, enfin ils vivent ensemble, quoi. Euh, et puis ça se passe bien pendant un certain nombre d'années. Et puis tout à coup, il y a un des deux qui dit, ah, moi, j'aimerais bien me marier quand même, machin. Donc il passe devant monsieur le maire et crac, boum, dans les 6 mois qui suivent, c'est le bazar, c'est la guerre de tranchées et le couple éclate. Voilà. C'est bizarre comme cette histoire. Ben non, c'est pas si bizarre que ça. C'est parce que simplement, de par le rôle symbolique qui est investi, on devient le père, on devient la mère, eh bien, on réactive des enjeux inconscients, des enjeux symboliques qui vont faire qu'on va rejouer des problématiques qu'on n'a pas résolues finalement au fond de soi et qui sont issues de notre histoire familiale ou de nos histoires de couple précédentes des fois aussi. Voilà, donc ce rapport aux figures d'autorité, c'est c'est quelque chose à aller visiter parce que forcément, même dans un éco-village où il y a très souvent des manières de gérer les choses qui sont participatives, même si ce n'est pas le consensus universel auquel je ne crois pas du tout, vous le savez, euh, même dans un éco-village, il y a ces enjeux de, de figures d'autorité, hein. Et donc, euh, je vais citer Sophie Rabi, là, hein, qui dit: La partie de nous qui a souffert sous le joug de l'autoritarisme est celle qui rêve d'éco-village, de démocratie participative et de bienveillance. C'est aussi cette partie qui, chez l'adolescent, se rebelle pour élargir les murs de sa cellule familiale, revendiquer sa propre autorité et faire ses propres choix. Ainsi, en grandissant, la plupart d'entre nous n'a qu'un seul modèle relationnel concret, celui de la relation dominant-dominé, voilà, et qui prédomine dans notre société. Donc,
c'est évident que quand on arrive dans un éco-village et que on n'est pas, on n'a pas travaillé ce sujet-là, qu'on n'a pas vraiment conscientisé en profondeur, eh bien, ces choses-là risquent d'être réactivées. Et puis, on va projeter sur les figures d'autorité réelles ou supposées, voilà, c'est-à-dire les gens qui occupent une place dans l'éco-village, les anciens, par exemple. Voilà, moi, je fais partie maintenant des dinosaures du lieu. Voilà, bon, ok, c'est comme ça. Euh, eh bien, on va projeter sur ces anciens un certain nombre de choses. Ils sont comme ci, ils sont comme ça. Et on va guetter, vous savez, je ne vais pas parler de ça maintenant dans le détail, mais le syndrome de Sherlock Holmes. Donc, vous connaissez Sherlock Holmes qui a, euh, voilà, il a sa petite loupe là. Et puis, euh, et puis alors pour ceux qui ne voient pas, j'ai une loupe dans la main. Bon, voilà. Donc, il a sa petite loupe. Et puis, il va regarder, il va chercher le petit détail qui va permettre de trouver l'assassin, puisque forcément, il y a un assassin. Donc, euh, donc, à partir du moment où on va chausser une autre image, on va chausser ce genre de lunettes, de penser que il y a une figure d'autorité dominante, ou dominante, ça va donner dominatrice, et ensuite dans le cran dessus, ça va donner tyrannique. Donc tous les indices quand la figure d'autorité présente va dire, par exemple, ah ben non les gars, il faut pas faire les choses comme ça, parce que en 40, j'ai eu cette expérience, enfin, moi je déconne un peu, mais voilà, il y a quelques années, on a eu cette expérience et puis ça va pas marcher. Ah, ben il veut nous dominer, voilà, et on n'a même pas le droit de dire ce qu'on pense, on ne peut pas faire nos expériences, il faut faire comme ça, sous prétexte que lui il sait, mais c'est toujours pareil, voilà. Et donc, bien sûr, ça ne va pas se dire face à la personne, souvent, ça va se discuter en petits groupes. Donc, il va commencer à y avoir des petits groupes qui vont discuter, qui vont critiquer, il va y avoir des rumeurs, et c'est exactement ce qui s'est passé au Hameau début, hein. Voilà. Et puis, ça finit en pataquès, voilà. Euh, je vais vous lire un autre petit passage d'un livre de Diana Leaf, donc Vivre autrement. Donc Diana Leaf, c'est 40 ans d'expérience quand même hein, dans le domaine des éco-villages. Pour devenir un adulte en santé sur le plan affectif, l'être humain doit voir certains de ses besoins émotionnels fondamentaux, outre la nourriture, l'eau, la chaleur, etc., comblés en tant que nourrisson et comme enfant. Par exemple, être soigné, recevoir des preuves d'amour et d'affection, ça s'appelle le caregiving hein, en général. Hein. Être accepté, être valorisé, respecté, ressentir de l'empathie, forger des liens profonds. Voilà. Et si le nourrisson ou l'enfant n'est pas suffisamment soigné et aimé, ses besoins seront lestés d'une charge importante associée à la douleur du manque, laquelle génère la peur inconsciente de ne plus jamais recevoir suffisamment de soins et d'affection. Et c'est ainsi que la douleur enfouie consécutivement à l'insatisfaction d'un besoin émotionnel pourra déclencher un conflit dans une communauté 20, 30 ou 40 ans plus tard. Voilà, c'est Diana Leaf qui dit ça, et c'est pas n'importe qui. Croyez-moi, c'est une femme qui a 40 ans, maintenant même plus de 40 ans d'expérience d'accompagnement dans des écolieux. Et donc, euh, c'est vraiment quelque chose qui dont il faut tenir compte, quoi. Parce que cette part de nous-mêmes, eh bien, elle va forcément être activée si on n'a pas résolu ce qui devait être résolu et nous portons en nous-mêmes bah, l'enfant qu'on a été, l'adolescent qu'on a été, etc. Et, et donc, ces parts, ces personnages nous-mêmes qui sont en nous peuvent être réactivés par ces mécanismes de groupe qui sont les mécanismes d'éco-village. Donc, c'est nécessaire de clarifier ce rapport aux figures d'autorité, de, de, de poser des questions aussi quand on arrive dans un lieu, pour ceux qui poser des questions, de ne pas faire de, vous connaissez les quatre accords Toltec, donc il y a un des accords Toltec, c'est ne pas faire de suppositions. Vous voyez. Et ça fonctionne aussi dans les couples, hein, d'ailleurs, hein, c'est de
souvent on fait des suppositions quand l'autre dit quelque chose, mais en fait, c'est pas ce qu'il veut dire, c'est pas forcément ce qu'on entend, hein. Donc, c'est important de ne pas faire de suppositions et d'aller vérifier. On, on va partir d'un a priori en disant oui, de toute façon, oui, ça, c'est un truc qui m'est souvent plaqué à moi-même, ici aux Trois Sources, et que j'ai souvent entendu. Oui, mais de toute façon, Raphaël, il n'est pas le temps de se occuper à des tas de trucs entre ses Zooms, ses réunions, ses formations, ses travaux, la gestion de ceci, la gestion de cela, ses déplacements et tout. On va pas, il n'est pas accessible, il n'a pas de temps. Alors que moi, je refuse jamais un entretien avec quelqu'un. Je refuse jamais de prendre une tasse de thé avec quelqu'un, de discuter un peu. Bon, peut-être pas tout de suite là dans les 3 minutes qui suivent, peut-être que ce sera demain. Mais, euh, mais voilà, je suis tout à fait ouvert à ça. Mais il y a des personnes qui, justement, parce que dans leur histoire, il y a eu ça, c'est-à-dire elles n'ont pas été entendues, il n'y a pas eu de place pour elles, elles n'ont pas été suffisamment regardées non plus, hein. Il y a peu de gens qui vont vous dire, par exemple, ben moi, je me souviens dans mon enfance, mon père, quand il rentrait du travail, il me prenait sur les genoux, il me regardait avec tendresse, il m'embrassait, il jouait avec moi. Et puis ma mère se joignait à nous, et puis on avait un joyeux cercle familial, et puis on prenait un repas ensemble dans la joie, dans la bonne humeur, et puis il y avait un petit jeu avant de se coucher, et puis les week-ends, bon, de temps en temps, il y avait des petits clashs dans la famille, mais ça se résolvait tout le temps dans la bonne humeur et dans le respect des uns des autres. Et puis, quand j'étais en classe, quand je faisais une bêtise, mon professeur me regardait avec tendresse et disait, c'est pas grave, tu sais la bêtise que tu as faite. Euh, ça fait partie de l'apprentissage de faire des bêtises. Et tu verras, c'est une expérience intéressante pour toi aussi d'avoir fait cette bêtise. Tu as eu une très mauvaise note maintenant, mais c'est absolument pas grave. Tu auras encore plein d'autres notes et je suis sûr que tu vas progresser. Et même si tu progresses pas, ce n'est pas grave. C'est le chemin qui compte, c'est pas le résultat. Voilà. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont entendu ça dans leur vie. Enfin, moi, je connais pas beaucoup de gens qui ont entendu ça. Donc, euh, donc vous comprenez qu'avec le bagage qu'on a, on a besoin vraiment, vraiment d'aller visiter notre rapport aux figures d'autorité. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Il n'y a pas de questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais continuer. Ou alors tout le monde dort. Bonne nuit pour ceux qui dorment peut-être. Non, non, on ne dort pas. Ah ben Gilles, il dort pas en tout cas. Merci Gilles. Euh, alors, le point suivant dans notre travail, c'est quoi? On va passer à la partie maintenant sur le groupe. Donc, on était à intégrer le rapport aux figures d'autorité et de pouvoir. Et ensuite, maintenant, on va parler à se relier avec le groupe. Donc, accueillir et faciliter l'intégration des nouveaux membres et résidents. Donc, ça parle de l'intégration. Alors, une chose que je voudrais dire d'abord par rapport à cela, je l'ai déjà partagé, c'est que un changement de vie tel que rejoindre un éco-village, créer un éco-village, encore pire, enfin pire, pas pire, mais bon, ça, au niveau boulot, et engagement, c'est encore bien plus lourd. D'ailleurs, il y a beaucoup de fondateurs d'écolieux ou de fondatrices d'écolieux qui arrivent en couple ensemble pour créer ou co-créer un écolieu. Et puis au bout de quelques années, le couple il vole en éclats parce que le couple se perd de vue, c'est tellement prenant comme projet. Et bon, bah, votre serviteur fait partie du lot, hein. Donc mon ex-compagne, mon ex-femme, d'ailleurs, la mère de ma dernière fille, a quitté le projet en fin 2017. Voilà. Donc, c'est un événement d'ailleurs très douloureux pour moi, pour elle aussi.
Voilà, mais on s'était complètement perdu de vue. Voilà, on a bossé comme des dingues sur ce projet pendant. On était ensemble donc, dans ce projet de 2009 quand ça a commencé jusqu'en 2017, donc quand même pas loin de 10 ans. Et puis ensuite, bon, ben voilà, on s'est séparés. Bon, on s'est pas non plus jeté les casseroles à la tête, mais voilà, le couple, il n'y a plus de couple. Voilà. Donc, c'est important cette phase d'intégration. C'est vraiment fondamental. C'est quelque chose qu'on a complètement sous-estimé au départ, par exemple ici au niveau des trois sources. Ça nous a causé énormément de problèmes. On a accueilli des gens qu'on n'aurait jamais dû accueillir et qui nous ont foutu un bordel invraisemblable. Ah, pardon pour le bordel. Euh, du coup, je répète. Et puis, il y a des gens qui auraient été peut-être très bien dans ce projet, qui ont fui parce que d'autres personnes qui étaient là n'étaient pas du tout adéquates et que ça a créé des peurs, etc. Et qu'il y en a déjà tellement au départ qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter avec des personnages un peu sinistres ou trop en souffrance d'ailleurs, hein. Souvent, c'est ça. Hein. Donc, c'est vraiment important de prendre ce temps de formation, d'information, de compréhension profonde des enjeux d'un groupe, d'un éco-village. Vous savez, j'aime bien faire le parallèle avec les couples. Avec les couples aussi, souvent aujourd'hui, les gens, bon, ils se voient, ils chattent un peu sur Internet ou ils se rencontrent sur un site de rencontre. Après, ils s'essayent dans un hôtel et puis, un mois après, ils vivent ensemble, quoi, même si on se marie plus aussi facilement. Et on sait que, bon, finalement, alors, je ne sais plus les statistiques, mais au bout de quelques années, il reste une personne, un couple sur cinq ou un couple sur 10 qui est encore ensemble. Hein. Donc, il y a un gros aussi turnover. Et je pense qu'une des choses qui joue là-dedans, c'est qu'on ne prend pas le temps. On ne prend pas le temps d'apprendre à se connaître. On ne prend pas le temps de poser suffisamment le cadre, d'aller suffisamment au fond des choses. Voilà, c'est pas parce que on a des jolis yeux bleus et que tous les deux et qu'on aime bien aller faire du ski à Courchevel et puis manger des pizzas le samedi soir avant d'aller danser la rumba que forcément ça va faire l'assise d'un couple, hein. Donc voilà, on a besoin d'apprendre à se connaître, de poser un cadre aussi. Voilà, c'est également nécessaire. Et c'est encore plus nécessaire dans un écolieu parce que là, on n'est pas juste à deux, on est toute une bande de personnes et que ça multiplie les enjeux. Donc, il y a vraiment besoin de prendre du temps pour, euh, pour rentrer dans le projet, de ne pas se précipiter. Donc, chez nous, il y a tout ce processus métamorphia. Après, il y a 6 mois 6 mois je dirais, de prélude, hein, voilà, et donc ça se fait progressivement, voilà, et ça permet qu'il y a beaucoup de gens qui restent pas, voilà, et c'est beaucoup mieux parce qu'ils partent pour la plupart du temps tranquillement. Il y a plus ces, ces fins un peu désagréables qu'il peut y avoir quand effectivement il y a eu tous les rêves, tout a été misé sur le projet, et on s'est dit d'emblée on va passer la vie ensemble et ça va. Et puis bon, bah, une grosse désillusion après. Et il faut que ces émotions liées à la désillusion soient exprimées, sorties. Et c'est souvent comme dans les couples, encore une fois, bah, je suis aussi thérapeute de couple, donc j'aime bien faire le parallèle, parce que les couples, ça en connaît. Enfin, la plupart des gens qui sont là, ils ont vécu en couple ou ils vivent en couple. Donc, on a des référentiels beaucoup plus que de vivre dans un éco-village. C'est pour ça que je prends cette référence au couple. Voilà, c'est que souvent, bah, quand on se sépare, bah, on est tellement déçu, il y a besoin de trouver un responsable. Voilà. Et donc, bah, le responsable, généralement, on va prendre l'ancien conjoint. Voilà. Et puis, on va lui tirer dessus parce que et ça va nous aider voilà, à faire le deuil, à dépasser. Bon, je pense il y a d'autres façons de faire, hein, mais souvent c'est ça qui se passe quand même, hein. Donc, et dans les écolieux, c'est pareil. Il y a des gens qui essayent de pratiquer la politique de la terre brûlée. Quand ils partent, eh bien, ils vont essayer de tout critiquer. J'ai déjà vu des trucs sur Internet aussi. Ça nous est arrivé une fois d'ailleurs, une personne qui était là et qui a eu qui a eu des comportements
alors vraiment, je veux dire, inacceptable dans un groupe, hein. On aurait même pu appeler la police, hein. Voilà, on l'a pas fait, mais on lui a demandé de partir. Et donc, cette personne ensuite nous a incendié sur Internet. Voilà. Pour les- voilà. Ça a duré quand même presque un an, cette histoire. Il y a- c'était il y a 10 ans, hein. Donc, c'est important aussi de se choisir. Voilà. De choisir le groupe, mais aussi que le groupe puisse choisir les personnes. Et pour ça que ça demande du temps, parce que euh, intégrer c'est pas juste rencontrer les gens et dire, voilà, un tel ou une telle, il a un joli sourire, il est sympa, voilà, il pense comme moi. Bon, voilà, vous entendez quelqu'un dire ça, partez en courant, quoi. Personne ne pense comme l'autre. Si on creuse un peu, très vite, on se rend compte que oui, peut-être on a les mêmes valeurs, mais les valeurs, on les vit pas de la même façon. Voilà. On peut être- Je suis écolo, ça veut dire quoi? Que je suis vegan? Parce qu'un vegan, il va pas supporter le mec qui mange de la viande à côté de lui, bah, même si la viande est bio. Voilà, ça c'est. Enfin, il y a des véganes tolérants, hein, je m'en connais. Mais bon, j'ai rien contre les véganes, hein, ceci dit, parce que rien que le fait de dire ça, il me dit, ouais, mais il a quelque chose contre les véganes, lui. Non, non, moi j'ai rien, moi j'ai des amis véganes, c'est pas un souci. Ma dernière fille est complètement végétarienne. Je suis absolument pas poussé là-dedans. Bon, pour elle, voilà, c'est comme ça. Donc, ça va être dans cette confrontation finalement on va se retrouver ensemble. C'est nécessaire d'apprendre à se connaître. Et comme il y a cette grande différence qui est là, on a besoin vraiment de travailler le cadre, hein. Ça, j'y reviens tout le temps. Diana Leaf le dit également, elle dit qu'il faut aller dans le détail, des détails, des détails. Vous savez que par exemple, à l'échelle mondiale, les animaux, les petits chiens, les petits chats, c'est un énorme facteur d'explosion des écolieux. C'est étonnant quand même. Les gens s'engueulent, et dans les couples c'est pareil, hein. Quand on se sépare, par exemple, il y en a un qui attrape le chien par les oreilles, l'autre par la queue, et puis voilà, on veut, c'est à qui va garder le chien ou le chat, etc. J'ai vu des trucs terribles par rapport à ça. Et dans les écolieux, c'est pareil, les animaux, voilà, les poubelles, la façon de ranger les choses, voilà, tout ça, c'est un peu comme dans les familles. Donc, il y a besoin d'un cadre qui soit clair. Bon, l'avantage dans un écolieu, les Américains le font aussi pour les couples, hein, mais on peut poser un cadre clair, on peut faire, entre guillemets, un genre de contrat. Bon, voilà. Alors, un contrat, déjà, j'utilise normalement pas ce mot-là. Bon, nous, on a un guide fédérateur. Voilà, c'est pas un règlement, on n'a pas le droit. Règlement, oh là là, il y a un règlement. Donc, bon, un guide fédérateur, bah, finalement, là-dedans, il y a des tas de détails. Alors, c'est un peu rasoir, hein, franchement. Même les parties que j'ai écrites moi-même, euh, j'en lis, je dis, putain, le truc, c'est rasoir, quoi, de lire ça. Mais il faut le laisser. Tout le monde me dit, non, non, mais il faut le laisser parce qu'il faut que ça soit clair. Ouais, il faut que ce soit clair que la cuisine collective qui sert pour les stages, quand on s'en sert, c'est cuisine et après c'est nettoyage. Nettoyage le sol, au balai de brosse et tout, parce que c'est des normes, c'est une cuisine collective, quoi. Donc c'est obligatoire, c'est la loi. On ne veut pas avoir des ennuis, faire fermer le lieu parce qu'il y a un défaut d'hygiène. Donc voilà. Donc il faut que ça soit écrit. Voilà. Faut l'accepter. Il y a des gens qui disent, oui, mais un éco-village quand même. Ah non, mais c'est pas possible. 66 pages, votre truc. Non, mais vous êtes complètement fou, là. Non, mais non. Nous, on est des gens bien. Bien sûr qu'on nettoie, on range, tout ça. Voilà. Pas plus tard que ce soir, aujourd'hui, je passe à l'espace associatif. Il y a une petite cuisine. Bon, ben, la vaisselle a été lavée, mais un tas de vaisselle sur la paillasse. Voilà. Bon. Dans le règlement intérieur, la vaisselle, on l'essuie, on la range. Pourquoi? Parce que s'il y a 5 personnes qui passent et qui mettent leur vaisselle sur la paillasse, ça fait une pile comme ça. Et moi, j'ai une fois eu un doigt quasiment sectionné à cause d'un saladier qui est tombé du haut de la pile. Alors, pas ici, hein, dans un autre lieu. Mais voilà. Donc, il y a. Bon, ceci dit, la personne après a dit que, enfin, les gens qui n'avaient pas rangé, ils ont dit qu'ils n'avaient pas trouvé les torchons à vaisselle. Voilà. On va régler ça demain. Mais vous voyez, c'est des petites choses, c'est pas très grave, vous voyez, mais ça peut très vite dégénérer voilà, en procès d'intention, bouc émissaire, etc. Donc c'est important de voir si le cadre nous convient. Si vous voulez aller dans un écolieu, demandez quel est le cadre. Alors les gens qui vont dire, ah nous on n'a pas de cadre, juste c'est la bienveillance, fuyez.
pour éviter. Parce que ça, c'est le pire. Parce que, en fait, il y a quand même un cadre, mais c'est un cadre implicite. C'est-à-dire que si vous restez un peu dans ce lieu, vous verrez qu'il y a des façons de faire. Et vous verrez que si vous ne faites pas comme ci ou comme ça, vous aurez droit à des regards un peu en travers, là. Hein. C'est un cadre implicite. Il vaut beaucoup mieux un cadre explicite, même s'il a l'air un peu raide. Au moins, on sait où on met les pieds, qu'un cadre implicite où c'est cuit les petits oiseaux, mais on ne sait pas finalement où vient les pieds, où on met les pieds, et on va se faire critiquer. Et très souvent, ce qui se passe dans ce genre de système-là, c'est qu'il y a des chefs, entre guillemets, ou des chefs non exprimés, hein, qui vont, eux, imposer leur volonté. Voilà. Chez nous, bon, bah, si quelqu'un dit Raphaël t'a dit de faire comme ça, mais moi je suis désolé, dans le guide fédérateur, c'est marqué de faire le contraire. Bah, j'ai dit, bah, ok, si c'est marqué dans le guide fédérateur, bah, c'est le guide fédérateur qui l'emporte. Voilà, même si tu es là depuis 2 jours, il n'y a aucun problème. Voilà. Est-ce qu'on est prêt à accepter ça? Est-ce qu'on est prêt à avoir un chef au-dessus de soi qui est le juge suprême et qui est le guide fédérateur ou qui est en holacratie? Ça, c'est la partie d'après, sur la gouvernance. C'est qui le chef en holacratie? C'est la constitution d'holacratie qui est définie par Holacratie Monde et représentée en France par IGI Partners, ils ont changé de nom maintenant, je ne sais plus, Nova Consul maintenant. Euh, voilà, et c'est la Constitution qui définit les règles fondamentales de la gouvernance d'holacratie. C'est pas Monsieur Chiquet. Monsieur Chiquet, enfin Louis Chiquet maintenant, qui a, qui a remplacé Feu Jean-Marie, euh, qui est décédé de façon inattendue l'année dernière. Voilà. Donc, l'holacratie, eh bien, elle a une constitution. Bah, les trois sources, on a aussi, en plus de l'holacratie, on a un guide fédérateur. Si le guide fédérateur, on ne peut pas avaler ça, il vaut mieux pas venir. C'est pas grave. Voilà, plutôt que d'aller faire une mauvaise expérience. Voilà. Donc voilà un peu, je ne sais pas si c'est clair tout ça pour chacun. Peut-être c'est nouveau pour certains. Euh, donc là, on en est à ce point important de l'intégration des nouvelles personnes qui arrivent. Alors, on va voir ce qu'on fait maintenant, si on continue sur le point suivant ou pas. Alors, le point suivant, Ça. on était donc, alors, c'est se relier au groupe. Donc, c'est le deuxième grand thème, c'est comment se relier au groupe. Pardon, le premier point, c'est accueillir et faciliter l'intégration des nouveaux membres et résidents. Et deuxièmement, c'est promouvoir une gouvernance dynamique, claire et respectée en termes de décision, d'action et de stratégie. Et sortir de l'illusion du tout le monde peut décider de tout. Alors, on est à 20h53. Alors, la gouvernance, c'est quand même un morceau, si vous voulez. Donc, c'est un point important. Je voudrais pas comment dire, la survoler comme ça. Et puis, je voudrais aussi vous laisser de la place pour intervenir par rapport à tout ça. Donc, est-ce que c'est OK qu'on s'arrête là pour cette fois-ci, sur ce point-là? Est-ce qu'il y a des objections? On va faire ça en mode holacratique. Vous savez qu'en holacratie, euh, on ne demande pas si tout le monde est d'accord. Moi, je m'en fous que vous soyez tous d'accord. Ah, donc, comment ça? Mais comment on peut dire un truc pareil? Oui, par contre, je m'en fous pas si quelqu'un a une objection. On va écouter son objection et voir si elle est acceptable ou pas. Vous voyez? Et c'est beaucoup plus simple. Parce que si on attend que tout le monde dise je suis d'accord, il y en a toujours un qui va dire ouais, non, je suis pas d'accord. Mais pourquoi tu n'es pas d'accord? Je ne sais pas vraiment, mais je suis pas d'accord. Bon, ok. Alors que si on dit est-ce que tu as une objection, bah, ça oblige à réfléchir. Bah oui, j'ai une objection. Alors, c'est quoi ton objection?
bah, voilà, c'est par exemple, bah, il est bientôt 21 heures, moi j'ai pas mangé, on est tous un peu crevés de la journée peut-être, on n'a pas envie de survoler ce point rapidement, euh, donc on pourrait faire ça tranquillement la prochaine fois. Voilà, ça peut être une objection recevable. Voilà. Sauf si quelqu'un n'est pas d'accord avec ça. Alors, vous en êtes où? Est-ce que tout le monde dort? Non, on dort pas. Non, Non, on d- dort pas. non, ça dort pas. Même pas vrai. Moi, je suis d'accord pour continuer. Ok. Ah, une. Moi, je suis mi-figue, mi-raisin. Alors, est-ce qu'il y en a qui préfèrent qu'on arrête maintenant? J'ai rendez-vous téléphonique, j'ai fixé après 21 heures. Donc, je Ouais. m'éterniserai pas trop, trop. Voilà. 10 minutes, un quart d'heure, c'est bon. La gouvernance en un quart d'heure, ça va être chaud, hein. Ça va être chaud. Tu as le Ouais. droit d'être fatigué, Raphaël. Alors là, tu Il penses suppute. penses pour moi, là. C'est des Non, suppositions. Ça va, j'étais plutôt fatigué au début, j'exprime que là, ça tu va. as un droit, je ne Une pense fois que je suis pas. lancé, moi, c'est bon, là, je peux continuer jusqu'à minuit, il n'y a pas de souci. C'est une machine de guerre. Parfois. Ouais, enfin, une machine de paix. Alors, bah, je vous propose à ce moment-là, mais par contre, si on continue maintenant, bah, il n'y aura pas trop de temps de partage après, parce que sinon, ça va nous amener à 22 heures et ça va être trop tard. Donc, moi, je vous propose alors deux options. Soit on creuse un petit peu, on écoute les questions des uns et des autres, on travaille là-dessus, ou alors on continue sur la gouvernance. Bon, de toute façon, je ne vais pas vous faire un cours sur l'holacratie en un quart d'heure, hein, ça c'est voilà. Mais donc, ce que je vais faire, c'est un peu vous parler de l'importance de la gouvernance, peut-être survoler quelques méthodes, et puis ensuite quelques questions, et on arrête à 21h20. Est-ce que ça va pour tout le monde? Voilà. Là, je fais pas de l'holacratie, ce qui est une objection à ça plutôt. Ça, c'est de l'holacratie. Ah, c'est bon pour moi. Alors, ça, en holacratie, on n'a pas besoin de dire ça. On dit juste si on a une objection. Par contre, par exemple, quelqu'un pourrait dire, oui, mais moi j'aimerais bien rester jusqu'à la fin, mais là je peux pas, donc je préfère qu'on arrête maintenant ou qu'on arrête dans 5 minutes. Ça, ce serait une objection. Voilà. On peut accepter ou pas. L'holacratie, c'est pas. Hein? Nous, on va devoir vous quitter. On commence notre journée. Donc commencez. Oui, je voyais que vous avez l'air d'être un peu au soleil, là, vous êtes où tous les deux? On est en Nouvelle-Calédonie et il est 7 heures Ah, du matin. il est 3 heures du matin? 7 7 heures heures. du matin. 7 heures du matin, d'accord. Bon, bah alors, Trop mignons tous les deux. bonne journée à vous. Merci beaucoup. Et bonne soirée à tout le monde. Vous pourrez, de toute façon, il y aura un replay qui sera transmis. Donc, si vous voulez écouter la fin dans le replay, si on continue encore un peu maintenant, c'est pas encore sûr, mais vous pourrez de toute façon le faire, hein. Ok, Est-ce que vous merci avez une beaucoup. est-ce que vous avez une question à poser ou quelque chose à dire? Pour le moment, ça va. Merci. Ok, super. Alors, bonne journée. Merci, bonne soirée. Merci. Bonne soirée à vous. Gilles Deberg, donc je vais décrocher aussi peut-être parce que je m'étais donné jusqu'à 21h05, 10, donc si c'est 20 Oui. minutes. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup. Bon, moi, je propose qu'on arrête là quand même, hein, et qu'on continue, parce que la gouvernance, bon, j'ai pas vraiment envie de faire ça en un quart d'heure. Et à cette heure-là, être parti pour 1 heure encore, ça va faire un zoom très long. Hmm. Donc, je pense que ça mérite vraiment euh, d'avoir un espace suffisant, de parler de la gouvernance et de pouvoir aussi interagir. Voilà. Est-ce que ça vous va? Tout à fait. Très Allez. bien. Alors, est-ce qu'il y a des questions? On peut prendre encore un petit moment pour ceux qui le souhaitent. Si vous avez des questions ou des interventions par rapport à tout ça, ou peut-être une petite expérience brève à partager. Je peux peut-être juste dire que j'ai lu vos 66 pages et que j'ai
j'ai bien apprécié tout ce qu'il y avait là-dedans, parce que je viens en ce moment en co-living dans une maison où il n'y a pas vraiment de règles. Et les petits détails de la cuisine qui est pas rangée ou le chat qui est nourri sur la table ou exactement les choses dont vous avez parlé, ça me parle beaucoup là. Donc je vois vraiment l'intérêt de mettre tout ça au point, que ce soit clair pour tout le monde. Ah bon, ouais. Mm. Ah, c'est tout. Merci du partage, Agathe. Mhm. Simplement renforcer. Moi, je suis d'accord aussi. Je trouve que c'est rassurant d'avoir un cadre. Et j'ai lu aussi j'ai pas lu les 66, mais je l'ai lu et je trouve que c'est très rassurant. Merci, Nicole. Quelqu'un d'autre encore? Excuse-moi. Je trouve que les gens qui n'ont pas peur de ça, justement, tu disais tout à l'heure qu'il y avait des gens que vous avez privilégiés et qui ont fichu un foutoir pas possible. Je dis souvent, quand on aide ceux qui ne méritent pas, on ne peut pas aider ceux qui auraient mérité un petit coup de main, mais ça me fait un peu le même effet. Euh, Quand on accepte des choses qui sont inacceptables, ben, ça met un foutoir et ben, justement, tu disais, il y en a qui sont partis. Hmm. Oui, il y a aussi lié à ça la notion de liberté, hein, que on a fait, je sais plus, je crois que c'était avant les vacances, on avait fait un ou deux zooms sur le thème de la liberté. Donc on en fera certainement, hein, parce que c'est une thématique très importante, cette compréhension de qu'est-ce que c'est vraiment la liberté et cette illusion souvent de penser que vivre dans un éco-village, eh bien c'est la liberté. Oui, c'est la liberté, mais le problème c'est que pour un certain nombre de personnes, la liberté c'est faire tout ce qu'on veut. Et ça, c'est possible éventuellement, et encore, quand on est tout seul sur une île déserte. Mais dès qu'il y a d'autres personnes avec nous, on ne peut pas faire tout ce qui nous passe par la tête, c'est pas possible. Donc, effectivement, après, on n'est pas dans une thématique là sur le cadre, mais comme tu ramènes ça, Nicole, euh, ça fait partie aussi du travail je dirais, dépollution intérieure qu'on a besoin de faire, c'est que de Mm, détacher la notion de cadre, quel qu'il soit, avec la notion de punition et de mm, soumission. Voilà. Là, on choisit librement un cadre, on n'est pas obligé de venir déjà vivre aux Trois Sources, si ça ne nous plaît pas. Voilà, donc on choisit ou ailleurs, hein, dans n'importe quel endroit, on n'est pas obligé. Et en plus, on a aussi la possibilité de faire évoluer le cadre. Voilà. Bon, ce qui est sûr, c'est que ça ne va pas évoluer dans un sens qui soit opposé à la raison d'être du projet. Parce que la raison d'être du projet est liée à la charte. Et chez nous, dans la charte, il y a des notions comme le respect de la liberté des autres, le respect de la biodiversité humaine, la beauté, ça fait partie du projet. Voilà, la beauté des lieux, l'harmonie des lieux, voilà, tout ça. Donc, si on veut des lieux beaux et harmonieux, on n'est pas libre de jeter ses poubelles n'importe où, de laisser traîner des carcasses de voitures abandonnées, etc. Comme ça existe dans d'autres endroits que je connais. Voilà. mm. C'est des endroits dont on est parti en vitesse, qu'on a vu aussi, mais Et c'est on a, intéressant aussi, hein. on a C'est besoin de intéressant. respect. Oui, mais Jo le ferrailleur, oui, mais quand tu as envie de beauté, elle est partout. Dans la nature, tu n'as pas le droit de jeter un papier, t'as pas... Voilà. Et une trace de boue dans la cuisine, ça va gêner quelqu'un. Personnellement, ça me gêne, donc sans être complètement maniaque, quoi. Mais tu te dis, l'autre, il est là.
Il est là. Et il est là dans le meilleur et dans le pire, quoi. On respecte les autres. Je pense que ça commence aussi par se respecter. Si tu te Ouais. respectes, tu ne peux pas sortir de toilette en les laissant sales. Enfin, ça, Voilà. c'est le Alors, b.a.-ba, quoi. oui. Alors, le problème, c'est aussi comment on présente les choses. Parce que Mm, moi j'entends bien ce que tu dis, mais si on les présente comme ça va créer. Si tu veux, les gens sont aujourd'hui, on n'est plus dans un monde où c'est possible de faire la morale aux gens. C'est pas possible. Donc les choses doivent être présentées dans un cadre de façon qui soit fonctionnelle. C'est-à-dire qu'il y a une charte qui dit, ici, on essaye de favoriser l'harmonie et la beauté. Donc, si on demande aux gens de ne pas mettre de la boue, pour prendre l'exemple que tu as tout à l'heure, nous, on a des meubles à chaussures, par exemple, à l'entrée de l'espace associatif. mm, Donc, quand quelqu'un sort du jardin quand il pleut, bah, c'est évident qu'il a de la boue aux pieds. Donc, on lui demande d'enlever ses chaussures et de mettre ses chaussures dans le meuble à chaussures. Voilà. Et donc, c'est un aspect pratique en réponse à la charte et au guide fédérateur. Et c'est en aucun cas un jugement moral sur la personne. Tu vois? Euh, Tu me diras que le résultat, au bout du compte, il est le même, mais c'est important parce mm, que mm. ce qui amène souvent les tensions et les conflits, c'est les gens qui présentent une morale contre une autre. Ça, c'est bien et ça, c'est mal. Tu vois. Et aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, c'est plus possible. Les gens sont allergiques à ça. Tu vois. Mm. Ok, Et sur le fond, c'est la même histoire, mais c'est une question de présentation et souvent de communication. Comme dans les couples, c'est pareil, hein. Souvent, on a des disputes, on peut avoir des disputes dans un couple. Et quand on creuse un peu, on se rend compte qu'il y a juste un malentendu sur un mot et que c'est juste une histoire de communication qui est mal passée. c'est bien, c'est ok. Voilà. Est-ce qu'il reste une dernière question pour la route, si on peut dire, à défaut d'un dernier verre? Pas de question, mais je t'ai fait un petit commentaire, tu verras, dans Ouais, le chat, dans le chat. ouais. Alors, il y a Gilles qui nous met un commentaire qui est intéressant aussi. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Donc, merci de tous ces propos, ça m'apporte beaucoup. Pas en couple ni en éco-village, mais très investi dans de l'associatif de proximité. Je m'épuise car je mets trop d'émotions et me heurte aux limites de la pédagogie, donc colère, déception, envie d'arrêter, envie d'aller vers l'hédonisme et tant pis pour notre société. Tout ça très résumé, bien sûr. Voilà. Bah, c'est les problématiques qu'on évoque. Bah, on les retrouve dans les écolieux, mais on les retrouve dans les couples. Et là, ce qu'évoque Gilles, c'est les associations, c'est pareil, hein. Moi, Oui. ceux qui ont travaillé en milieu associatif, c'est à peu près les mêmes histoires qu'on rencontre, sauf qu'en association, en principe, ses collègues ses collègues du CA ou membres de l'association, on ne se retrouve pas avec eux dans le lit le soir. Bon, ça peut arriver peut-être, hein, mais bon, voilà, en principe, c'est déjà ça. Et puis, on, on passe pas ces journées tous les jours avec ces personnes-là. Donc, mais ça peut aussi être très difficile, hein, ce qui se passe dans les associations. Il y a aussi souvent cette espèce de recherche de la famille idéale. Et puis souvent aussi, comme les enjeux de pouvoir sont souvent pas très clairs ou pas très gérés, bon, certes, il y a un CA, mais c'est une association, tout le monde a son mot à dire, etc. Souvent, ça part en foire à l'empoigne et ça peut, comme le dit Gilles, susciter beaucoup d'émotions. Donc, moi, j'encourage les associations aussi à mettre un cadre clair dans leur bazar à utiliser, euh, à utiliser des outils qui existent maintenant, comme la sociocratie, l'holacratie, la gestion par consentement, etc. Et ça clarifie les choses. Voilà. Et pas avoir peur d'utiliser aussi des compétences, voilà, des compétences extérieures. Merci beaucoup. Avec plaisir, Gilles. Ouais. Bonne soirée. Voilà, les amis, on va s'arrêter là. Je vous souhaite à chacune, chacun une belle soirée. Certains qu'on va voir bientôt aux Trois Sources, là, pour la plongée. Et J'ai une puis, question technique à propos de l'arrivée aux trois sources. Pour, est-ce que tu veux bien rester en ligne? Et ouais, je clôture, là, j'arrête ouais. l'enregistrement et on en parle.
on en parle tous les deux. Voilà. Donc, bonne soirée. À bientôt. Bonsoir. Merci. Au revoir. À bientôt.